Voici cette nouvelle amusante que nous te racontons. Il s'agit d'un meurtre qui a eu lieu il y a 17 ans. Nous venons d'apprendre que le colonel a confirmé l'identité des restes de Tyndall découverts dans la commune rurale du comté de Rush. Merci. Cette histoire s'est passée en 2023 dans une toute petite communauté là-bas aux États-Unis. À première vue, comme tant d'autres qui ont fait la une, cette histoire pourrait sembler n'être qu'un cas de plus d'adolescents disparus. Mais je vous invite à regarder de plus près certains détails. Des détails qui ont transformé l'affaire de Valerie Tyndall en quelque chose de bien plus grand qu'une simple statistique. C'est l'une de ces histoires pleines de petits signaux d'alerte. Comme ces jeux où il faut trouver les 7 erreurs, vous voyez. Sauf qu'ici, chaque erreur a coûté très cher, a coûté la vie d'une jeune fille et a détruit toute une famille. Et ce sont justement ces signaux qui servent de leçon à ceux qui veulent protéger leurs enfants, frères, neveux, par exemple. Je suis Marcos Campos. Et si vous êtes fan d'histoires vraies avec beaucoup de détails, abonnez-vous à la chaîne, devenez membre, laissez un like, un commentaire. Même si ce n'est qu'un emoji, voilà, les messages sont passés. Passons aux faits. L'histoire se déroule à Arlington, dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis, une petite ville de un peu plus de 400 habitants. Environ une centaine, peut-être 150 maisons. Dans un endroit comme celui-là, littéralement, tout le monde connaît tout le monde, n'est-ce pas? Ou du moins pense connaître, connaît la façade, ce que les gens laissent les autres voir. Et c'est dans ce décor d'apparente tranquillité que vivait Patrick Scott, un homme de 59 ans. Il était marié, père et déjà grand-père d'une adolescente. Habitant de longue date de la ville, un homme considéré comme responsable, propriétaire d'une belle maison, un homme de famille. Patrick était aussi propriétaire d'une entreprise de jardinage pendant l'été. Il engageait des jeunes du coin, comme c'est courant aux États-Unis, des ados qui travaillaient pendant les vacances pour gagner de l'argent. Et dans des emplois à temps partiel, comme par exemple du babysitting, la livraison de nourriture, peut-être la livraison de journaux, si ça existe encore, ce genre de choses. Et parmi ces jeunes, il y avait le personnage de l'épisode d'aujourd'hui, Valerie Tyndall. Valérie avait 17 ans et elle travaillait pour Patrick depuis environ 2 ans, à peu près. 2 fois par semaine, elle allait dans son entreprise pour faire un petit boulot. Leur maison était à moins de 50 mètres l'une de l'autre. Ils étaient un voisin, mais selon les témoignages, la relation entre eux allait bien au-delà. De patron et employé, tu vois, ils étaient considérés comme des amis. Valérie déjeunait, parfois dîner avec lui. Participait à des sorties avec la famille de Patrick. Elle allait souvent chez lui. Pour la communauté, cela semblait normal, d'autant plus qu'elle avait à peu près le même âge que la petite fille de Patrick. Ce qui, aux yeux de beaucoup, contribuait à normaliser cette proximité qui, racontée ainsi, suscite déjà une certaine gêne, n'est-ce pas? Bon, mais tard, après que le crime a éclaté, les enquêteurs et les procureurs ont décrit Patrick comme quelqu'un d'obsédé par la jeune fille. Et oui, à ce moment-là pourtant, rien de tout cela ne semblait éveiller de soupçons, bien au contraire. Lorsque, en juin 2023, Valérie a disparu, Patrick a été l'un des premiers à se montrer solidaire. Il a discuté avec ses parents, fait des déclarations à la police et tenté de rassurer tous. Ce scénario ne vous semble-t-il pas familier? Il disait que cela devait être simplement un autre cas d'adolescente qui avait décidé de fuguer de son propre chef. Fatigué par la monotonie d'une petite ville où il n'y a pratiquement que l'école, la poste, le cimetière et pas grand-chose de plus. Il disait cela avec conviction, comme quelqu'un qui connaissait bien la routine de la jeune fille, et en effet, il la connaissait. Eh bien, selon la chronologie, c'est le 7 juin 2023 que Valérie Tyndall est sortie de chez elle, disant à ses parents qu'elle allait travailler chez le voisin. Monsieur Scott, elle est partie dans sa voiture avec son téléphone. Cela devait être une journée ordinaire, mais Valérie n'est pas rentrée. Les heures ont passé, la nuit est tombée et son téléphone ne répondait pas. Sa voiture n'a pas été retrouvée. Aucun message, aucun appel, rien pour les parents de Shayna et Jack Tyndall. Le désespoir a été immédiat. Valérie, comme je l'ai dit, n'avait que 17 ans, mais pour eux, elle était encore une enfant. Et il n'y avait aucun antécédent qui aurait pu indiquer une raison de fugue. Elle n'avait pas de problèmes graves à la maison. Elle n'avait pas d'antécédent de disparition. Elle ne se droguait pas, elle ne buvait pas, elle n'avait pas de petit ami connu, du moins. Ce qui restait alors, c'était ce genre de peur sans nom, tu vois. Une angoisse, un vide, en fait, rempli d'hypothèses. Un accident, un enlèvement, une attaque d'un prédateur,
tout et rien à la fois, tu vois. Sans indice, alors la famille a signalé la disparition à la police locale. 400 habitants. D'accord, les gars? Donc, on peut déjà faire un parallèle avec comment était le département de police. Une ville si petite, ce département était aussi petit. Mais l'affaire a rapidement attiré l'attention et des forces de police d'autres régions de l'État ont commencé à aider dans les recherches. Dès le début, Monsieur Patrick Scott a été entendu comme l'un des principaux témoins. Après tout, Valérie avait dit qu'elle allait travailler pour lui ce jour-là. Patrick a dit que la jeune fille ne s'était pas présentée au travail et ignorait où elle était. Il a également dit qu'il était sûr que tout s'arrangerait, qu'elle rentrerait bientôt à la maison. Au début, la version semblait même cohérente. Mais au cours des entretiens, les enquêteurs ont commencé à recevoir des informations différentes. Un collègue de travail de Valérie a commenté que le 7 juin, elle voulait déjeuner avec Patrick. Cette information-là ne figurait dans aucune de ses premières déclarations. Lorsqu'il a de nouveau été confronté, Patrick a commencé à donner des versions confuses sur la dernière fois qu'il avait vu Valérie. Les horaires changeaient, les détails ne correspondaient pas, les histoires se contredisaient. Peu à peu, il a cessé d'être simplement un témoin solidaire et a commencé à être considéré comme une personne d'intérêt dans cette enquête. L'analyse des données du téléphone portable de Valérie a montré que la dernière activité enregistrée avait eu lieu peu avant 13 h ce jour-là. La dernière localisation connue se trouvait à proximité de la maison de Patrick, et avec le temps qui passait sans aucun signe de l'adolescente. Le 10 juin, la police d'État de l'Indiana a émis une alerte pour Valérie Tyndall, mobilisant la diffusion de l'affaire sur les autoroutes, les panneaux électroniques et les médias dans tout l'État. Pendant ce temps, la famille s'accrochait à n'importe quel fil d'espoir, croyant que, d'une manière ou d'une autre, Valérie pourrait encore être retrouvée vivante. Avec l'alerte concernant sa disparition en vigueur et l'enquête prenant une ampleur à l'échelle de l'État, Patrick Scott a commencé à être écouté avec plus d'attention. Lors de l'un des interrogatoires, il a été officiellement informé de ses droits. Tu sais, selon la loi Miranda, aux États-Unis, les policiers doivent expliquer ce qui se passe, n'est-ce pas? Et parmi ces droits, il y a celui de garder le silence, le droit que tout ce qu'il dira pourra et sera probablement utilisé contre lui lors d'un éventuel procès. Et en plus, il avait aussi le droit à un avocat. À ce moment-là, il n'était pas encore en détention, mais il était déjà traité comme un suspect dans l'affaire. Patrick s'est montré calme, coopératif, il a accepté que la police analyse son téléphone portable et il a remis l'appareil, oui, volontairement. Pendant la conversation, cependant, ses versions continuaient de changer. Il a dit que le jour de la disparition, il aurait déposé Valérie d'un point proche de l'école jusqu'à près de chez lui. En fait, chez eux, parce qu'ils habitaient vraiment tout près, n'est-ce pas? Ensuite, il a affirmé avoir vu la jeune fille monter dans une voiture bleu clair qui était conduite par un adolescent qu'il n'a pas pu identifier. Mais tard, lors du même interrogatoire, en essayant de décrire ce véhicule, Patrick a mentionné la couleur orange ou orangé, un détail étrange. Parce qu'avouons-le, il est difficile de confondre bleu clair avec orange, n'est-ce pas? Plus tard, ce détail attirerait l'attention des enquêteurs. Parce qu'orange était la couleur du vernis à ongles de Valérie, le vernis qu'elle portait sur ses ongles le jour où elle a disparu. Les enquêteurs ont aussi parlé du paiement, des paiements que Patrick faisait à l'adolescente. Selon lui, Valérie recevait entre 120 et 150 $ par jour de travail, lors de journées qui pouvaient durer jusqu'à 12 heures. Un montant considéré comme élevé pour une jeune fille, mais pas complètement irréaliste pour des services de jardinage là-bas aux États-Unis. Pendant l'analyse du téléphone et des témoignages, la police a aussi croisé des données financières. C'est alors qu'ils ont découvert que le lendemain de la disparition de Valérie, Patrick s'est rendu dans un magasin de la chaîne Home Depot dans la ville de Greenfield, où il a acheté du bois, des lattes et des panneaux. Cette chaîne de magasins est un grand entrepôt vendant tout ce que vous pouvez imaginer. Pour un esprit mal intentionné, c'est peut-être un vrai paradis. Il a déclaré que le matériel acheté là-bas servait à rénover sa maison. Plus tard, l'enquête révélerait que ces pièces avaient été utilisées pour la construction de 2 caisses en bois, une grande et une plus petite. Pendant ce temps, la famille de Valérie attendait des réponses. Chaque jour était plus angoissant que le précédent. Ils avaient déménagé dans cette petite ville précisément à la recherche de tranquillité et de sécurité, essayant d'offrir à leur fille une vie loin des dangers des grandes villes. Dans des interviews, sa mère, Chenna, a même mentionné que ce choix était lié à des événements difficiles du passé de Valérie, bien qu'elle n'ait jamais détaillé exactement ce qui lui était arrivé.
L'ironie, cependant, était cruelle. L'endroit choisi pour offrir une protection, parce qu'il semblait sûr, devenait maintenant le théâtre de l'un des pires cauchemars possibles pour eux. Des semaines sont devenues des mois et l'enquête avançait lentement, rassemblant les pièces d'un puzzle très sombre. Au cours de cette période, plus de 50 mandats de perquisition ont été exécutés dans la région d'Arlington et ses environs, dont plusieurs concernaient la propriété de Patrick Scott. Ce n'est qu'en octobre 2023, environ 4 mois après la disparition, que la police a intensifié les recherches sur le terrain de ce monsieur. Le 11 octobre, des chiens renifleurs entraînés à localiser des restes humains ont été amenés à la maison de Patrick. Ils ont indiqué la présence d'une odeur de décomposition dans une zone proche d'un lac situé sur la propriété. Des recherches ont été effectuées dans l'eau, mais rien n'a été trouvé. Le lendemain, le 12 octobre, des drones ont commencé à survoler le terrain et ont identifié des endroits où le relief du sol semblait modifié, comme s'il avait été remué. Malgré cela, aucune excavation concluante n'a eu lieu alors. Ce n'est qu'à fin novembre, après de nouveaux mandats, qu'une vaste opération a été organisée. Ainsi, le 27 novembre, près de 40 agents, entre policiers locaux et fédéraux, se sont réunis pour exécuter des ordres judiciaires. Là, dans la maison et sur le terrain de Patrick Scott, le 28 novembre, environ 5 mois après la disparition de Valérie, les enquêteurs ont finalement trouvé 2 caisses en bois enterrées dans le jardin. En ouvrant la plus grande d'entre elles, les agents ont immédiatement senti l'odeur de la décomposition. À l'intérieur, il y avait un corps de femme en état avancé de décomposition, enveloppé dans du plastique et une bâche maintenue avec du ruban adhésif. Malgré le temps écoulé, un détail restait visible. Le vernis à ongles orange, la même couleur que Valérie portait sur les photos publiées sur ses réseaux sociaux. Le 7 juin, quelques heures avant sa disparition, l'identification par ADN a confirmé ce que tout le monde craignait. Il s'agissait bien de Valérie Tyndall. Face aux preuves, Patrick Scott a fini par avouer le crime. « Dites-nous ce que vous lui avez fait. Avec quoi l'avez-vous tué ? Une ceinture ? » Il a raconté qu'après avoir tué l'adolescente, il a gardé le corps caché pendant environ 24 heures dans son bureau. Ensuite, il a construit les caisses en bois avec le matériel acheté là-bas à Home Depot. Il a enveloppé le corps dans du plastique, l'a mis dans la plus grande caisse, a fermé avec des vis et en utilisant un chariot, il l'a transporté jusqu'à la cour, où il a creusé une fosse et a tout enterré, recouvrant de terre et de débris de matériaux de construction. À propos de la deuxième caisse, Patrick a simplement déclaré qu'elle était déjà enterrée depuis juillet et qu'il l'utilisait pour y ranger des affaires. La police n'a jamais précisé officiellement le contenu ni l'usage. Les chiens n'avaient pas pu localiser l'endroit exact des mois plus tôt, possiblement parce que le vent et la présence d'une nappe d'eau souterraine ont pu disperser l'odeur sur le terrain, ce qui a ainsi brouillé l'indication de l'emplacement précis de la tombe. Il y a également eu des témoignages de voisins affirmant que, peu après la disparition de Valérie, Patrick aurait démoli et incendié son garage pendant la nuit. Aux alentours de 2 heures du matin, un épisode très étrange a soulevé de nombreuses questions sur ce qu'il essayait de détruire ou de cacher à ce moment-là. Après les aveux, la question qui revient toujours dans ce genre d'affaires est restée « Pourquoi ?» Lorsque les enquêteurs ont demandé à Patrick Scott s'il détestait Valérie, il a répondu que non. Il a dit qu'ils s'entendaient bien, sortaient ensemble, faisaient des courses, déjeunaient et dînaient au restaurant. Selon lui, il n'y a pas eu de planification, pas de préméditation, c'est simplement arrivé, c'était comme l'a résumé l'homme. La version qu'il a présentée à la police était la suivante. Et il est important de préciser ici que c'est le récit de l'assassin, pas un fait avéré. D'accord ? Patrick a affirmé que, le dernier jour de vie de Valérie, après le déjeuner, ils sont partis ensemble dans sa voiture en direction de la maison. La jeune femme aurait laissé sa propre voiture garée près de l'école et serait partie avec lui en voiture. Toujours selon le récit de Scott, à l'intérieur de la voiture, Valérie aurait commencé à enlever ses vêtements et à le séduire sexuellement. Il a affirmé que la jeune fille tentait de le faire chanter pour obtenir de l'argent afin d'acheter une voiture. Elle a tenté de me faire chanter pour que je lui achète une voiture. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle pensait me séduire, mais ça n'est pas arrivé. Les choses ont dégénéré. Dans ce prétendu moment de désespoir, il aurait perdu le contrôle, aurait retiré la ceinture de son pantalon et aurait étranglé l'adolescent jusqu'à la mort. Ce récit transfère la faute à la victime, ce qui n'est malheureusement pas rare dans ce genre de crime, avec ce genre de personnes. Il n'y a aucune preuve que Valérie ait harcelé ou menacé Patrick.
Ce qu'il y a, en réalité, c'est un homme adulte en position de pouvoir qui entretenait une relation intime et totalement inappropriée avec une adolescente qui travaillait pour lui. Après l'homicide, il a raconté qu'il avait emmené le corps au bureau où il l'a caché pendant environ 24 heures. Comme je l'ai dit, il a fabriqué la caisse en bois, emballé le corps dans du plastique, tout fermé avec des vis, puis enterré dans le jardin. Pour effacer les traces, comme on efface les traces d'une vie, n'est-ce pas, de 17 ans? Concernant la voiture de Valérie, Patrick a reconnu l'avoir retirée de l'endroit où il l'avait laissée. Il l'a conduite dans une zone isolée, a retiré les plaques et les clés, puis les a jetées dans un lac. Le but est de retarder les recherches et de compliquer le lien entre la disparition et lui pour la police. Les enquêtes ont aussi révélé que Patrick donnait régulièrement de l'argent à Valérie, en plus de la payer pour son travail. Cela a encore renforcé les soupçons qu'il essayait d'acheter l'attention de l'adolescente, possiblement avec des intentions qui allaient bien au-delà d'une relation professionnelle. Des questions ont surgi concernant le contrôle des messages possibles, de faux profils sur les réseaux sociaux, des tentatives de surveillance, des points qui n'ont jamais été totalement clarifiés publiquement. Le procès, cependant, a eu lieu et Patrick Scott a été condamné à 57 ans de prison. Le juge a également ordonné le paiement de 10 000 $ d'indemnisation à la famille de Valérie. En pratique, cela signifie qu'il va mourir derrière les barreaux. Pour la famille, cependant, il reste la douleur irréparable et la conscience dévastatrice que, pendant 5 mois, le corps de leur fille est resté enterré. À moins de 100 mètres de l'endroit où il dormait, pleurait et priait pour des réponses, sans savoir que la vérité se trouvait là, dans le jardin d'un homme qui se présentait comme un ami. Le plus effrayant dans tout cela, à mon avis, c'est justement la conscience de cet homme. Si tant est qu'elle existe, car si elle existait, il serait impossible de dormir. Ce que cette histoire met en évidence, c'est que les maillons de cette chaîne criminelle existaient déjà. Tous les signes étaient là. Un homme adulte, beaucoup trop proche d'une adolescente. Des paiements supérieurs à la normale, des déjeuners, des dîners, des sorties en dehors des heures de travail, une intimité qui n'aurait jamais dû être considérée comme normale. Peut-être un peu de méfiance, un peu de remise en question. Il a manqué cette alerte intérieure qui devrait retentir quand quelqu'un d'un peu trop serviable s'approche d'une mineure, tu vois. Déménager dans une petite ville à la recherche de sécurité n'élimine pas l'existence de prédateurs. Et c'est là le point clé. Ils sont partout, et bien souvent, ils prennent justement l'apparence d'un homme de famille, d'un voisin exemplaire, d'un citoyen respectable. D'ailleurs, c'est le meilleur déguisement pour ces salauds, n'est-ce pas? Et ce genre de personnes contribue encore à diffamer ceux qui sont vraiment droits. Autre chose importante, les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Les cercles de vie, les environnements de travail. Tout cela doit être observé de près, avec attention, pas comme de la paranoïa, mais comme une véritable vigilance. Parce que les prédateurs cherchant des victimes jeunes, vulnérables, isolées, qui ne sont pas encore capables de percevoir quand elles sont manipulées. Pour Valérie Tindal, les signes étaient présents, mais personne ne les a remarqués à temps. La manipulation va bien plus loin que simplement pousser la personne dans la direction voulue par l'abuseur, n'est-ce pas? Très souvent, il parvient à manipuler au point que la personne pense vraiment ressentir quelque chose pour eux, alors qu'en réalité, eux, ils ne ressentent rien. En dehors du désir charnel, morbide, de profiter d'une mineure. Eh bien, c'était l'épisode d'aujourd'hui. Je vous remercie énormément pour votre compagnie. Bisous du roux. N'oubliez pas le like, un commentaire, même si ce n'est qu'un emoji, c'est très important. Si vous le pouvez, devenez membre. Bisous du roux. À très bientôt pour le prochain épisode.